J'étais allongé sur un lit d'hôpital, en convalescence après une opération d'urgence, quand mon père a appelé pour m'interdire de venir à la prochaine réunion de famille. Il a ri, prétendant que je gâchais l'ambiance. Il avait oublié que j'avais payé pour son camion, l'électricité et la fête elle-même. Alors, j'ai tout annulé. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous n'allez pas vouloir manquer ce qui va se passer. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. L'odeur stérile de l'antiseptique m'a toujours donné la nausée, mais aujourd'hui, c'était la seule chose qui me maintenait ancré dans la réalité. J'étais allongé dans une salle de réveil. Le bip, bip, bip régulier du moniteur servait de métronome à mon mal de tête lancinant. Je venais de sortir d'une appendicectomie d'urgence il y a 3 heures. Mon abdomen me semblait avoir été mis à feu, et ma gorge était aussi sèche que du papier de verre. J'étais vulnérable, faible et désespérément seul. J'avais envoyé un texto au groupe familial au moment où l'on me conduisait en chirurgie d'urgence. Je vous aime. 3 heures plus tard, alors que le brouillard de l'anesthésie commençait à se dissiper, j'ai attrapé mon téléphone d'une main tremblante, m'attendant à voir un flot de messages inquiets. Peut-être un appel manqué de ma mère, Martine, ou un texto de ma sœur, Camille, demandant si j'allais bien. Il n'y avait rien, pas une seule notification. J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge, essayant de me convaincre qu'ils étaient juste occupés. Après tout, ils préparaient le barbecue annuel de la réunion de famille, un événement que je finançais chaque année. Peut-être qu'ils étaient simplement plongés dans les préparatifs. Puis mon téléphone a vibré. C'était un appel. Papa. Une vague de soulagement m'a envahi. Thierry appelait. Il devait avoir vu le message tardivement. Je me suis éclairci la gorge, essayant de paraître plus forte que je ne l'étais. Salut, papa, ai-je dit d'une voix rauque et craquante. Je suis sorti de l'opération. Ça s'est bien passé. Juste. Chloé, a-t-il interrompu. Sa voix n'était pas chaleureuse. Elle était forte, tonitruante, sur un fond de rire et de verre qui teinte. Il n'appelait pas pour prendre de mes nouvelles. Il était sur haut-parleur. Oh, ai-je dit, la confusion embrouillant mon esprit. Salut, tu as reçu mon texto? Je suis à l'hôpital Saint-Louis. Le médecin a dit. Je n'ai pas appelé pour entendre parler de ton mal de ventre, Chloé, a dit Thierry, d'un ton sec et méprisant. J'ai appelé pour parler de samedi. Samedi? Le barbecue? Je me suis déplacé dans le lit, grimaçant alors que les points de suture tiraient. Je serai peut-être un peu lente, mais j'espère sortir demain, donc je devrais pouvoir venir. J'ai acheté la poitrine de bœuf hier avant que la douleur ne commence, donc il faut juste que... Oui, à ce sujet, a-t-il encore coupé. Cette fois, j'ai entendu un gloussement distinct en arrière-plan. On aurait dit Camille. Ne viens pas, la pièce est devenue silencieuse. Le bip du moniteur semblait s'intensifier. Quoi? Ne viens pas, Chloé, a répété Thierry, articulant chaque mot lentement comme s'il parlait à un enfant. Nous avons discuté, ta mère, Camille et moi, et nous avons décidé qu'il valait mieux que tu passes ton tour cette fois-ci. Je ne comprends pas, ai-je murmuré, agrippant la rampe métallique froide du lit. C'est à cause de l'opération? Papa, je peux juste m'asseoir sur une chaise. Je ne dérangerai pas, Thierry a ri. C'était un son cruel, un aboiement que je lui avais entendu utiliser avec les télévendeurs ou les voisins qu'il méprisait. Ce n'est pas l'opération, Chloé. Mon Dieu, tu es toujours si dramatique. C'est toi. Moi. Tu es une rabat-joie, a-t-il dit sèchement. Tu débarques avec tes tailleurs, tes conversations sur le travail et ton emploi du temps. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Camille dit qu'elle se sent jugée chaque fois que tu la regardes. Martine dit qu'elle ne peut pas se détendre parce que tu réorganises toujours la cuisine. Nous en avons assez de faire semblant, Chloé. Mon cœur martelait mes côtes plus vite que le moniteur ne pouvait le suivre. Faire semblant? De faire semblant de t'apprécier, a-t-il dit. La cruauté de la phrase flottait dans l'air, aspirant l'oxygène de la pièce. Nous en avons assez de faire semblant d'apprécier ta compagnie. Tu es rigide. Tu es ennuyeuse. Et franchement, personne ne veut de toi ici. Alors, comprends le message. Reste à la maison. Nous nous amuserons mieux sans toi.
J'ai entendu la voix de Camille en arrière-plan, claire comme le jour. Dis-lui d'envoyer la poitrine de bœuf, par contre. Thierry a gloussé. Oui, si tu as déjà acheté la viande, tu peux la faire livrer, mais ne te montre pas. Nous avons fini de nous confronter à ta négativité. Il n'a pas attendu de réponse. La ligne a été coupée. J'ai fixé l'écran, la notification, appel terminé, devenant flou alors que des larmes chaudes coulaient enfin sur mes cils. J'étais là, sur mon lit d'hôpital, ouverte et recousue, réalisant que la blessure physique n'était rien comparée à l'éviscération que je venais de subir. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Pendant l'heure qui a suivi, je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Les infirmières sont entrées pour vérifier mes signes vitaux, offrant des sourires compatissants en voyant les larmes couler silencieusement sur mon visage jusqu'à mes oreilles, trempant l'oreiller. Elles supposaient que je souffrais physiquement. Elles m'ont offert plus de morphine. J'ai refusé. J'avais besoin d'avoir les idées claires. J'avais besoin de comprendre exactement ce qui venait de se passer. Fatigué de faire semblant de t'apprécier. Les mots résonnaient dans mon esprit, tournant en boucle comme un disque rayé. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les souvenirs de la dernière décennie m'envahir. Je n'étais pas seulement la fille, j'étais l'architecte de leur vie. C'est moi qui ai pris le relais quand Thierry a pris une retraite anticipée parce que son dos ne supportait plus le travail à la chaîne, même s'il passait tous ses week-ends à jouer au golf. C'est moi qui ai remboursé les dettes de carte de crédit que Martine avait accumulées avec ses hobbies de bricolage ratés. C'est moi qui ai payé pour les 3 tentatives d'études ratées de Camille et son style de vie actuel alors qu'elle essayait de devenir une influenceuse avec 400 abonnés. J'ai regardé autour de moi dans la chambre d'hôpital stérile. Qui était là pour moi? Personne. J'ai déverrouillé à nouveau mon téléphone et ouvert mon application bancaire. C'était une habitude, un réflexe affiné par des années à gérer non seulement ma propre carrière en logistique, mais aussi la logistique familiale. J'ai fait défiler les paiements automatiques prévus pour les 3 prochains jours. Virement au compte joint de Thierry et Martine, 740 € pour les courses, allocation pour les charges. Crédit Peugeot, 600 € de paiement pour le leasing du Peugeot Landtrek de Thierry. Orange, 220 €. Forfait familial, 4 lignes. EDF, 285 €. Solde impayé pour leur maison que j'avais promis de couvrir. Lydia à Camille, 140 € par semaine. Allocation pour la création de contenu. La liste continuait. Service de streaming, prime d'assurance, facture internet. Je leur avais construit une cage dorée, et je m'étais bêtement enfermé à l'intérieur avec eux, pensant que si je payais assez, si je soutenais assez, j'achèterais leur amour, ou du moins leur respect. Thierry m'avait traité de rigide, d'ennuyeuse, de rabat-joie. Il a dit que je faisais en sorte que Camille se sente jugée. Est-ce que je la jugeais quand je payais son équipement photo? Est-ce que je la jugeais quand je payais ses amendes pour excès de vitesse? Il a dit que Martine ne pouvait pas se détendre. Était-elle incapable de se détendre parce que je réorganisais la cuisine ou parce que j'étais la seule à remarquer quand le frigo était vidé à le remplir discrètement? Ma tristesse a commencé à durcir. Elle s'est refroidie, se solidifiant en quelque chose de dense et de lourd au creux de mon estomac. Ce n'était pas de la rage, pas encore. C'était une prise de conscience froide et clinique. Ils me considéraient comme un service public. Je n'étais pas différente pour eux de l'électricité sortant du mur ou de l'eau coulant du robinet. On ne remercie pas l'interrupteur de fonctionner, on ne le maudit que lorsqu'il ne s'allume pas. Et il venait de dire à l'interrupteur qu'il n'aimait pas sa personnalité. Je me suis essuyé le visage avec le drap rêche de l'hôpital. Je me suis redressé, grimaçant à cause de la traction sur mon côté, et j'ai attrapé le pichet d'eau. J'ai versé un verre et l'ai bu lentement. Thierry pensait avoir tout le pouvoir parce qu'il était le patriarche, la voix forte en bout de table. Il pensait qu'en m'excluant, il me punissait. Il pensait qu'il pouvait me blesser, prendre ma viande et avoir sa fête. Mais dans son arrogance, dans sa hâte de m'humilier pendant que son enfant chéri, Camille, gloussait en arrière-plan, il avait oublié une chose cruciale. Chaque service, chaque bien, et chaque commodité dont il jouissait n'était pas seulement payé par moi. C'était ma propriété. Les comptes étaient à mon nom. Les mots de passe étaient les miens. La responsabilité légale était la mienne. J'ai de nouveau regardé le téléphone. Une notification est apparue. Avertissement d'utilisation des données, Camille, iPhone 14, a utilisé 80% des données mensuelles.
J'ai laissé échapper un petit rire sec. Ça faisait mal à mon estomac, mais ça faisait du bien. Vous en avez assez de faire semblant, ai-je murmuré dans la pièce vide. D'accord, papa. Voyons à quel point tu apprécies la réalité. Pour comprendre pourquoi cet appel téléphonique était l'option nucléaire, il faut comprendre la dynamique de la maison où j'ai grandi. Thierry a été contremaître d'usine pendant 30 ans. C'était un homme qui commandait le respect par le volume et l'intimidation. Il était le roi de son château, et il nous a élevés en nous faisant croire que sa parole était loi. Mais lorsque l'usine a offert des plans de retraite anticipés il y a 10 ans, il les a acceptés, supposant que sa pension couvrirait une vie de luxe. Ce ne fut pas le cas. C'était juste au moment où j'obtenais ma première grande promotion en logistique. J'avais 24 ans, j'étais ambitieuse et je gagnais bien ma vie. J'ai vu mes parents en difficulté, les lumières coupées, des pâtes au dîner 5 soirs par semaine et je suis intervenu. Je m'occuperai de la facture d'électricité, papa, avais-je dit, juste en attendant que tu t'installes. Je mettrai le camion sur mon assurance, papa. C'est moins cher comme ça. Je ferai les courses cette semaine, maman. Juste en attendant que, s'est transformé en une décennie. Puis il y avait Martine. Ma mère aimait l'idée d'être une matriarche, mais elle détestait le travail. Elle voulait être la grand-mère qui faisait des biscuits avec des ingrédients que j'achetais et qui organisait les fêtes dans une maison que je payais pour chauffer, mais elle n'avait aucune colonne vertébrale. Elle se faisait l'écho de toute opinion de Thierry. Si Thierry pensait que je travaillais trop, Martine soupirait et disait, « Chloé, tu devrais vraiment te trouver un mari au lieu de courir après les euros. » Et enfin, Camille. Camille avait 29 ans, mais se comportait comme si elle en avait 16. C'était le bébé, l'âme créative. Elle était passée de l'école de mode à l'école de cosmétologie puis à la photographie, abandonnant chaque formation lorsqu'elle devenait trop toxique, ce qui signifiait qu'on attendait d'elle qu'elle soit à l'heure. Maintenant, elle était une influenceuse. Elle vivait dans la suite parentale de la maison de mes parents. Ils avaient déménagé dans la chambre d'amis pour lui donner de l'espace pour créer. Elle conduisait une voiture pour laquelle j'avais été co-signataire. Elle mangeait de la nourriture que je payais. Et elle me détestait. Elle me détestait parce que j'étais le miroir dans lequel elle ne voulait pas se regarder. Chaque fois que j'arrivais en tenue de travail, épuisé mais réussissant, c'était un rappel de ce qu'elle ne faisait pas. Alors, elle a empoisonné le puits. Elle murmurait à Thierry que j'étais condescendante. Elle disait à Martine que je les prenais de haut. L'ironie, c'est que je ne les prenais pas de haut. Je veillais sur eux. Je me souviens d'un incident précis il y a 3 mois. La chaudière était tombée en panne en plein hiver. Thierry m'avait appelé, paniqué. Il gèle, Chloé. Le réparateur veut 4 000 € pour une nouvelle unité. J'étais en réunion avec un client à Tokyo. Je suis sorti, risquant mon emploi, et j'ai appelé un contact que je connaissais dans le chauffage, la ventilation et la climatisation. Je leur ai obtenu une nouvelle unité installée le jour même au prix coûtant et j'ai payé la facture instantanément. Quand je suis passé ce week-end-là pour vérifier, Thierry n'a pas dit merci. Il a donné un coup de pied dans la nouvelle chaudière et a dit, « Ce machin est plus bruyant que l'ancien. Ton gars nous a arnaqués. » Camille avait ajouté depuis le canapé, sans lever les yeux de son téléphone, « Oui, Chloé. Je n'ai même pas pu enregistrer mes stories à cause du bruit. Tu aurais dû vérifier avec nous d'abord. » J'avais ravalé ma colère à ce moment-là. Je me disais que la famille, c'est la famille et qu'on les aide quoi qu'il arrive. Je me disais qu'ils étaient juste stressés. Mais allongé dans ce lit d'hôpital, le brouillard du déni s'est enfin levé. Ils n'étaient pas stressés. C'étaient des parasites. L'antagoniste n'était pas seulement Thierry et sa cruauté. C'était tout l'écosystème que j'avais entretenu. Thierry en était le visage bruyant et tyrannique, mais Camille était l'architecte de mon isolement, et Martine la complice silencieuse. Thierry était un homme qui se targuait d'être un autodidacte et le chef de famille. Pourtant, il n'avait pas payé une facture de service public depuis 2014. Il se promenait en ville en se vantant de son camion, de sa maison, de sa retraite réussie. Il avait bâti toute son identité sur un mensonge que je finançais. Et maintenant, il voulait m'écarter. Il voulait m'humilier pour impressionner les parents venant au barbecue. Il voulait passer pour le grand homme qui remettait sa fille arrogante à sa place. Je l'imaginais en ce moment, assis dans son fauteuil, buvant probablement une bière que j'avais payée, riant avec Camille de la façon dont il m'avait rembarré.
Il planifiait probablement le menu pour samedi. Samedi? Le barbecue était dans 3 jours. J'ai ouvert mon tableur de dépenses familiales sur mon téléphone. Mon pouce planait sur les rangées de données. Si j'étais une étrangère pour eux, si j'étais quelqu'un qu'ils en avaient assez de faire semblant d'apprécier, alors ils ne voudraient sûrement pas accepter la charité d'une étrangère. Ce serait insultant pour la fierté de Thierry, n'est-ce pas? Je n'allais pas crier. Je n'allais pas me battre. Je n'allais même pas les rappeler. En logistique, lorsqu'un client ne respecte pas un contrat ou viole les conditions de service, nous n'envoyons pas de lettres émotionnelles. Nous lançons une interruption de service. Nous coupons la chaîne d'approvisionnement. J'ai ouvert l'application de la compagnie d'électricité locale. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. L'hôpital était bruyant, bien sûr, mais le vrai bruit était dans ma tête. J'ai passé les heures entre 2 heures du matin et l'aube à faire ce que je fais de mieux, un audit. J'ai traité ma famille comme un nœud défaillant de la chaîne d'approvisionnement. Dans mon domaine, lorsqu'un fournisseur devient peu fiable et que les coûts dépassent la valeur des biens reçus, on ne devient pas émotif. On examine le contrat, on trouve les clauses de sortie et on y met fin. J'avais mon ordinateur portable, ma sœur me l'avait déposé il y a 2 jours en se plaignant que je ferais mieux de ne rien lui demander d'autre. Et j'ai ouvert une nouvelle feuille Excel. Je l'ai intitulée « Opération Retour à la réalité ». D'abord, je me suis connecté au portail des services publics. Le compte de la maison familiale, un grand pavillon de 4 chambres que Thierry insistait pour garder malgré les frais d'entretien, était à mon nom. Je l'avais repris il y a 6 ans lorsque Thierry avait oublié de payer la facture pendant 3 mois, et qu'il risquait une coupure en janvier. J'ai navigué jusqu'à l'onglet État du service. Solde actuel, 0 €, paiement automatique actif. Adresse de service prévue, 14 rue des Érables. J'ai cliqué sur « Arrêter le service ». Une boîte d'avertissement est apparue. Êtes-vous sûr? Cela déconnectera l'électricité de la résidence à la date sélectionnée. J'ai sélectionné la date, samedi 15 juillet, le jour du barbecue. J'ai sélectionné la plage horaire, 12 h à 13 h. Thierry aimait servir la nourriture à 13 h précises. Il avait besoin du fumoir électrique pour la poitrine de bœuf, des ventilateurs commerciaux surdimensionnés pour garder le patio au frais, et du système de sonorisation extérieure spécialisé pour diffuser sa playlist de rock classique. J'ai cliqué sur « Confirmer ». Ensuite, Internet. Le forfait fibre ultime que Camille insistait avoir besoin pour ses téléversements. Je l'ai annulé, avec effet vendredi à minuit. Pas de Wi-Fi pour les invités. Pas de streaming, pas de publication de stories. Puis vint la partie la plus difficile, d'un point de vue purement sentimental, le camion. C'était un Peugeot Landtrek. Bel intérieur en cuir, toutes options. Thierry traitait ce camion mieux qu'il ne traitait ses enfants. Il le lavait 2 fois par semaine. Mais son crédit était ruiné à cause de son projet d'entreprise, une chaîne de Ponzi dans laquelle il était tombé en 2018. Donc, le leasing était à mon nom. Je payais les 600 € par mois. Je payais l'assurance. Je me suis connecté au portail de crédit Peugeot. Il restait 4 mois au leasing avant l'option d'achat. J'ai lu les petits caractères sur la résiliation anticipée. Je pouvais faire une restitution volontaire. Cela affecterait légèrement ma cote de crédit, mais j'avais 820. Je pouvais encaisser le coup. Mais j'ai vu une autre option, programmer la reprise en fin de leasing. Je n'avais pas besoin de le restituer plus tôt et de plomber mon crédit. Je devais juste exercer mon droit en tant que locataire de récupérer le bien. J'ai initié une demande de récupération de véhicule pour conducteur non autorisé. Techniquement, Thierry n'était plus listé comme conducteur principal sur la police d'assurance. C'était moi. Il était un conducteur autorisé, une permission que j'étais sur le point de révoquer. J'ai fait appel à un service de remorquage, un entrepreneur privé que nous utilisions au travail pour la reprise de véhicules de flotte. Je l'ai programmé pour lundi matin. Je ne voulais pas gâcher tout leur week-end avec le camion. Le manque d'électricité suffirait pour samedi. Le camion serait le remède à la gueule de bois du lundi matin. En fouillant plus profondément dans les relevés bancaires pour m'assurer d'avoir attrapé tous les paiements automatiques, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait des frais récurrents sur ma carte de crédit secondaire, celle que j'avais donnée à Martine pour les urgences seulement, il y a 3 ans lorsqu'elle avait besoin de prendre des médicaments.
transaction en attente, Sephora 225 € transaction en attente, Nocibé 165 € transaction en attente, Nicolas 285 € un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Cette carte n'était pas seulement pour les urgences. Il l'utilisait depuis des mois. J'ai remonté le fil. Des milliers d'euros. Maquillage, alcool, vêtements. J'ai cliqué sur les détails de la transaction pour les frais de Nicolas. C'était daté d'hier. Ils achetaient l'alcool pour la fête à laquelle je n'étais pas invité en utilisant ma carte de crédit. Je n'étais pas seulement une rabat-joie, j'étais le traiteur. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le service des fraudes des cartes de crédit. J'aimerais signaler une activité non autorisée, ai-je dit à l'agent, ma voix stable et froide. Et je dois annuler cette carte immédiatement. Non, n'envoyez pas de remplacement à l'adresse enregistrée. Cette adresse est compromise. Au lever du soleil, j'avais démantelé toute l'infrastructure financière du 14 rue des Érables. Je me suis allongé contre les oreillers, épuisé mais étrangement énergisé. J'avais arrêté l'hémorragie. Je suis sorti de l'hôpital le vendredi après-midi. Je ne suis pas allé chez mes parents. J'ai pris un Uber jusqu'à mon propre appartement, un sanctuaire calme et moderne en centre-ville que ma famille visitait rarement parce que le stationnement était une galère. Le samedi est arrivé avec une vague de chaleur. Il faisait 35 degrés avec 90% d'humidité, une couverture de chaleur étouffante et suffocante. Je me suis assise dans mon salon climatisé en buvant du thé glacé, mon téléphone sur la table basse. 12 heures est passé. 13 heures, j'ai imaginé la scène. La poitrine de bœuf serait à mi-cuisson dans le fumoir électrique. Les invités tantes, oncles, cousins que je n'avais pas vus depuis un an arriveraient. Thierry tiendrait le crachoir, une bière à la main, faisant probablement une blague sur le fait que Chloé ne pouvait pas venir. Elle est trop occupée à être une directrice générale. Camille essaierait de filmer un TikTok de la mise en place de la table. 13h30, mon téléphone s'est allumé. Appel entrant, papa. Je l'ai laissé sonner. Il a sonné à nouveau immédiatement. Puis un texto de Camille, t'as oublié de payer la facture? Le courant vient de couper. La honte. J'ai pris une gorgée de mon thé. Je n'ai pas répondu. Puis un appel de Martine. Puis Thierry à nouveau. Finalement, à 13h45, j'ai répondu. Allô? Chloé? Thierry n'a pas seulement parlé, il a explosé. Je pouvais entendre le bruit de fond pas de la musique et des rires, mais des murmures confus et le bip distinct d'un détecteur de fumée dont la pile était morte. Le courant est coupé. Le fumoir s'est arrêté, la climatisation est éteinte. Nous avons 30 personnes ici et c'est un sauna. Oh, ai-je dit calmement. Cela semble fâcheux. Fâcheux? C'est un désastre. La viande va se gâter. J'ai vérifié le disjoncteur. Tout va bien. As-tu payé la facture? Je parie que tu as oublié de payer cette fichue facture avec ton drame de chirurgie. Je n'ai pas oublié, papa, ai-je dit. J'ai gardé ma voix basse, douce, professionnelle. J'ai résilié le service. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, si profond que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Tu as fait quoi? J'ai résilié le service, ai-je répété. J'examinais mes finances pendant que j'étais à l'hôpital, tu sais, puisque j'avais tellement de temps libre en n'allant pas au barbecue et j'ai réalisé que je payais pour une maison où je ne vis pas, pour une fête où je ne suis pas la bienvenue. Es-tu folle? A rugi Thierry. Le prétexte du patriarche bienveillant a disparu. Il était le tyran maintenant. Rallume-le tout de suite. Oncle Gérard est là. La nourriture est crue. Tu nous mets dans l'embarras. Je pense que tu te mets toi-même dans l'embarras, papa, ai-je répondu. Tu m'as dit que tout le monde en avait assez de faire semblant de m'apprécier. Eh bien, j'ai accepté cela. Et comme nous ne sommes plus proches, j'ai pensé que tu ne te sentirais pas à l'aise d'accepter la charité de quelqu'un que tu méprises. C'est comme ça que fonctionne la fierté, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la charité, c'est un devoir familial, a-t-il crié. J'ai entendu Camille hurler en arrière-plan. Mon direct a été coupé. Mon Wi-Fi a disparu. Le devoir va dans les deux sens, ai-je dit. Tu voulais que je parte? Je suis parti. Et mon portefeuille est parti avec moi. Tu as une pension, papa. Je suis sûr que tu peux appeler EDF et ouvrir un compte à ton nom. Il pourrait peut-être accélérer une connexion d'ici lundi.
Lundi? Il semblait s'étouffer. Nous avons des invités maintenant. Alors je suppose que tu ferais mieux de commander une pizza. Oh, attends. N'utilise pas la carte de crédit bleue. Je l'ai signalée comme volée hier. Tu l'as signalée comme volée? Sa voix est tombée à un murmure dangereux. Martine était au magasin. J'ai vu, ai-je dit. Nicolas, 275 € sur une carte pour les urgences médicales. C'est de la fraude, papa. Je l'ai annulé. Espèce de petite ingrate, a-t-il craché. Tu rallumes ce courant, ou quoi? Ai-je interrompu, ma voix se durcissant. Tu me désinviteras encore? Tu n'as aucun moyen de pression, Thierry. Aucun. Profite bien de la chaleur. J'ai raccroché. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et j'ai ouvert un livre, mais je n'ai pas lu. J'ai fixé le mur, mon cœur battant la chamade. C'était la première fois de ma vie que je lui raccrochais au nez. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de l'adrénaline de la liberté. Le silence du week-end était assourdissant, mais il n'était pas paisible. Je savais qu'il s'agitait. J'ai vérifié mes réseaux sociaux le dimanche matin. J'avais été bloqué par Camille, mais j'avais un compte anonyme que j'utilisais pour des études de marché. J'ai cherché son profil. Elle avait posté une longue vidéo larmoyante via ses données cellulaires depuis le parking d'un Starbucks. Certaines personnes sont tellement toxiques, pleurait-elle à la caméra, essuyant une larme sèche. Ma propre sœur a saboté notre réunion de famille. Elle a littéralement coupé le courant parce qu'elle était jalouse de ne pas être le centre de l'attention. Mon père a le cœur brisé. Nous sommes victimes d'abus financiers. Les commentaires étaient un mélange de sympathie et de confusion. Oh mon Dieu, c'est horrible, et, attends, pourquoi paie-t-elle ta facture d'électricité si c'est la maison de ton père? Camille supprimait les questions plus vite qu'elles ne pouvaient apparaître. Ils essayaient de contrôler le récit. Ils me peignaient comme la vieille fille vindicative et folle qui avait pété les plombs parce qu'elle n'était pas aimée. Ils ralliaient la famille élargie. J'avais 3 appels manqués de tante Sylvie, qui appelait probablement pour me faire la leçon sur le respect de mes aînés. Mais je n'avais pas fini. Lundi matin, 8 heures, je suis allé à la maison. J'ai garé ma modeste berline de l'autre côté de la rue, 2 maisons plus loin. Je n'allais pas entrer. J'étais juste là pour signer les papiers. À 8h15, la dépanneuse à plateau est arrivée. C'était un véhicule massif, jaune et bruyant. Le chauffeur, un homme costaud nommé Michel, à qui j'avais parlé au téléphone, s'est garé juste devant l'allée où le Peugeot Landtrek brillait sous le soleil du matin. Je suis sorti de ma voiture et je me suis approché. La porte d'entrée de la maison s'est ouverte brusquement. Thierry est sorti, portant toujours son pantalon de pyjama et un t-shirt taché. Il avait l'air épuisé. La chaleur sans climatisation pendant 2 jours avait dû être brutale. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » a crié Thierry en descendant l'allée. « Dégagez ce camion de mon allée. » Michel, le chauffeur, est sorti avec un presse-papier. Il était calme, professionnel et 2 fois plus grand que Thierry. Enlèvement d'un Peugeot Landtrek de 2022. Le locataire a demandé la récupération. Le locataire? Thierry est devenu violet. Je suis le propriétaire. C'est mon camion. En fait, ai-je dit en montant sur le trottoir, ce n'est pas le cas. Thierry s'est retourné brusquement. Il m'a regardé avec une haine pure. Toi. Martine et Camille sont apparus à la porte. Camille avait son téléphone sorti, filmant. Tu essaies de voler son camion maintenant, a crié Camille pour son public. Regardez ça, les amis. Elle est littéralement en train de voler notre propriété. Ce n'est pas sa propriété, ai-je dit assez fort pour que le voisin, Monsieur Durand, qui arrosait sa pelouse, entende. Le leasing est à mon nom, Chloé Vance. Je paie les 600 € par mois. Je paie l'assurance. Et comme j'en ai assez de faire semblant, j'en ai assez de payer pour un camion que je ne conduis pas, tu me l'as donné, a crié Thierry en s'avançant vers moi. Michel s'est interposé entre nous, les bras croisés. Je t'ai laissé l'utiliser, les jeux corrigés. En supposant que tu étais mon père qui m'aimait. Mais comme je ne suis qu'une rabat-joie et un compte en banque, le marché est rompu. J'ai payé pour les améliorations, a crié Thierry, désespéré maintenant. J'ai mis le kit de surélévation dessus. J'ai mis la doublure de caisse. Avec quel argent, papa, ai-je demandé.
J'ai sorti une pile de papier plié de mon sac. Avec l'argent du prêt pour réparation domiciliaire que tu m'as demandé de co-signer il y a 3 ans? Celui que tu as dit être pour un nouveau toit. J'ai brandi le relevé bancaire que j'avais déterré lors de mon audit du samedi. J'ai enquêté, papa. Le toit n'a jamais été remplacé. Tu l'as rafistolé. Les 14 000 € sont allés au PMU et AD, honoraires de conseil, pour l'entreprise de Camille. Camille a baissé son téléphone. Son visage est devenu pâle. C'est un mensonge. A crié Martine depuis le porche, retrouvant sa voix. Nous avons utilisé ça pour la maison. Les relevés bancaires ne mentent pas, maman, ai-je dit en agitant le papier. J'ai vérifié l'historique des transferts. Vous ne m'avez pas seulement utilisé pour les factures. Vous m'avez escroqué. Vous avez menti sur des réparations pour obtenir de l'argent pour jouer à la fausse influenceuse. Thierry a regardé les voisins. Monsieur Durand regardait, bouche bée. L'illusion du contremaître à la retraite prospère se fissurait en temps réel. Tu ne peux pas prendre le camion, a murmuré Thierry, sa voix tremblant d'un mélange de rage et de peur. J'en ai besoin. J'ai des courses à faire. Tu as des jambes, ai-je dit froidement. Je me suis tourné vers Michel. Prenez-le. Non. Thierry s'est jeté sur la poignée de porte du Peugeot Landtrek. Je ne te donne pas les clés. J'ai le double, ai-je dit en les lançant à Michel. Michel les a attrapés, a sauté dans la cabine et a démarré le moteur. Le grondement du V8, habituellement la fierté et la joie de Thierry, sonnait maintenant comme un glas. Alors que le camion était chargé sur le plateau, Thierry se tenait dans l'allée, vaincu, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Mais il n'y avait pas de remords sur son visage. C'était la panique. Chloé, a-t-il dit, son ton passant à une supplique pathétique. Chloé, attends. Parlons-en. Tu réagis de manière excessive. Nous pouvons arranger ça. Les voisins regardent. Laisse-les regarder, ai-je dit. Peut-être qu'ils pourront expliquer pourquoi la fraude est une mauvaise idée. Mais alors que Michel sécurisait les chaînes, Camille a dévalé l'allée, son téléphone de nouveau levé. Tu te crois si intelligente? A-t-elle sifflé, l'objectif de la caméra à quelques centimètres de mon visage. Attends que tout le monde découvre que tu as abandonné tes parents malades. Je vais te ruiner. J'ai regardé dans l'objectif de son téléphone, puis Thierry, puis l'endroit vide où se trouvait le camion. Tu n'as pas besoin de me ruiner, Camille, ai-je dit calmement. J'ai juste arrêté de vous sauver. Je me suis retourné pour regagner ma voiture, mais Thierry a crié une dernière chose. Si tu pars maintenant, tu es déshérité. Tu n'auras rien. La maison, les obligations, tout va à Camille. Je me suis arrêté. Je me suis retourné lentement. Le testament, ai-je demandé, un sourire amer aux lèvres. Papa, tu crois vraiment que je ne sais pas? Savoir quoi? J'ai fait une recherche de titre de propriété sur la maison ce matin, ai-je dit. Le coup de grâce. Tu n'as pas de maison à léguer à qui que ce soit. La convocation est arrivée le mardi, non pas de Thierry ou Camille, mais de tante Sylvie. Sylvie était la sœur aînée de mon père, la matriarche autoproclamée du clan élargi. C'était une femme qui croyait au maintien des apparences par-dessus tout, et elle m'avait convoqué à ce qu'elle appelait une « médiation familiale ». « Tu dois venir ici, Chloé », avait-elle dit, sa voix suintant d'une autorité déçue. « Tes parents sont assis dans le noir. Ton père se tient la poitrine. Nous sommes tous là. Tu dois les regarder dans les yeux et expliquer pourquoi tu essaies de les tuer. » J'aurais pu refuser. J'aurais pu bloquer son numéro et rester dans mon appartement frais et calme. Mais la comptable en moi avait besoin de boucler les comptes correctement. Je ne pouvais pas laisser le grand livre ouvert. Je devais présenter l'audit final. Je suis arrivé au 14 rue des Érables à 18h. La scène était presque pathétique. Un bruyant générateur à essence, probablement emprunté à oncle Gérard, tournait sur la pelouse avant, alimentant une seule rallonge par la fenêtre de devant. La pelouse, habituellement entretenue par un service que je payais, paraissait déjà négligée. Je suis entré. La maison était étouffante. Le générateur n'alimentait qu'un ventilateur et le réfrigérateur. La climatisation centrale était complètement silencieuse. Dans le salon, cela ressemblait à un tribunal. Thierry était assis dans son fauteuil, l'air abattu et en sueur,
tenant un chiffon humide sur son front. Martine pleurait doucement sur le canapé. Camille était assise en tailleur par terre, l'air boudeur, tandis que tante Sylvie, oncle Gérard et 2 cousins se tenaient les bras croisés, formant un mur de jugement. Elle est là, a marmonné Camille, sans lever les yeux de son téléphone. Chloé, tante Sylvie s'est avancée. Je suis consterné. Vraiment consterné. Je savais que tu étais axé sur ta carrière, mais je ne pensais pas que tu étais sans cœur. Regarde ton père. Il est anéanti. Il a l'air d'avoir chaud, ai-je dit calmement, restant debout près de l'entrée. Peut-être qu'il devrait payer la facture d'électricité. Il ne s'agit pas de facture, a aboyé oncle Gérard. Il s'agit de respect. Tu as repris son camion. Tu as coupé leurs ressources. Ces gens t'ont élevé. Je les ai élevés, ai-je corrigé, ma voix stable. Pendant 10 ans, j'ai porté cette famille. Je les ai sortis de leurs dettes. Et en retour, on m'a dit que j'étais une rabat-joie et que tout le monde en avait assez de faire semblant de m'apprécier. Alors j'ai arrêté de payer pour le privilège d'être insulté. Ce n'était que des paroles, a gémi Thierry depuis son fauteuil. Les gens disent des choses quand ils sont stressés. Tu n'avais pas besoin de passer à l'option nucléaire. Ce n'était pas du stress, papa. C'était la vérité. Tu l'as dit sur haut-parleur en riant, ai-je répondu. Mais nous en avons fini avec ça maintenant. Tu as mentionné le testament lundi. Tu as menacé de me déshériter et de laisser la maison à Camille. Je me suis approché de la table basse et j'y ai laissé tomber une épaisse enveloppe en manille. Le son a résonné dans la pièce silencieuse. Qu'est-ce que c'est, a demandé tante Sylvie, regardant l'enveloppe avec méfiance. La vérité, ai-je dit. Papa a essayé de me menacer avec mon héritage. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'héritage. Thierry n'est pas propriétaire de cette maison. La pièce est devenue complètement silencieuse. Même le générateur à l'extérieur semblait se calmer. Bien sûr que j'en suis propriétaire. A crié Thierry en se redressant, le visage rouge. J'ai remboursé l'hypothèque en 98. Tu l'as fait, ai-je acquiescé. Et puis il y a 5 ans, tu as contracté un prêt hypothécaire inversé auprès d'un prêteur prédateur parce que tu voulais investir dans cette opportunité de crypto-monnaie dont ton pote t'avait parlé. Tu te souviens? Tu as imité la signature de maman sur les formulaires de consentement. Martine a cessé de pleurer. Elle a relevé la tête, les yeux écarquillés. Quoi? Je ne voulais pas aborder ce sujet, ai-je poursuivi, m'adressant à la pièce mais regardant droit vers Thierry. Je l'ai découvert il y a 3 ans lorsqu'un avis de retard de paiement est arrivé dans mes courriels parce que mon nom est associé au compte de service public de cette adresse. Le prêteur pensait que j'étais la propriétaire. J'ai enquêté. Papa a reçu un versement unique de près de 185 000 € contre la valeur nette de la maison. 185 000 €, a haleté Camille. Où sont-ils? Partis, ai-je dit. Joués, perdus dans de mauvais investissements, dépensés pour maintenir l'image du retraité aisé. J'ai montré les documents. Les termes du prêt hypothécaire inversé sont stricts. Vous devez entretenir la propriété. Vous devez payer les impôts fonciers et l'assurance. J'ai payé l'assurance, papa. J'ai arrêté ça lundi aussi. Thierry semblait se recroqueviller dans son fauteuil. Sa fanfaronnade avait disparu. Il ressemblait à un animal acculé. De plus, ai-je ajouté, portant le coup de grâce, le contrat stipule que si la maison n'est pas la résidence principale de l'emprunteur, ou si l'emprunteur ne peut pas maintenir les services publics et l'entretien, le prêt devient immédiatement exigible. Avec le courant coupé et l'assurance expirée, le prêteur sera informé dans les 30 jours. Ils saisiront la maison. Tu ne peux pas laisser ça arriver, a balbutié tante Sylvie, regardant de moi à Thierry. Chloé, tu as de l'argent. Tu peux arranger ça. Tu peux payer l'assurance. Tu peux payer les services publics. Je pourrais, ai-je convenu. Mais pourquoi le ferais-je? Camille est l'héritière, n'est-ce pas? La maison lui revient. Eh bien, voici la réalité. La maison a une valeur nette négative. Si papa meurt ou déménage, la banque la prend. Camille, tu n'hérites pas d'une maison. Tu hérites d'un avis d'expulsion. Camille s'est levée, les poings serrés. Elle s'est tournée vers Thierry. Papa, est-ce que c'est vrai? As-tu dépensé l'argent?
Tu avais dit que tu avais un portefeuille. J'essayais de construire quelque chose. A crié Thierry, sa voix se brisant. J'essayais de devenir riche pour nous. Tu jouais, ai-je répliqué sèchement. Et maintenant, c'est fini. La mascarade est terminée. J'ai regardé tante Sylvie. Tu voulais faire la médiation? Voici le règlement. Thierry et Martine sont fauchés. Ils vivent dans une maison appartenant à la banque, brûlant de l'essence qu'ils ne peuvent pas se permettre, en attendant une saisie. Je suis la seule raison pour laquelle ils ont tenu si longtemps, et j'en ai fini. Chloé, s'il te plaît, a finalement dit Martine. Sa voix tremblait. Elle s'est levée et a tendu une main vers moi. S'il te plaît, nous sommes désolés. Nous n'aurions pas dû dire ces choses. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas perdre la maison. Où irons-nous? Je ne sais pas, maman, ai-je dit, ressentant une étrange tristesse creuse dans ma poitrine. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était de la pitié. Peut-être que tu peux rester chez tante Sylvie. Elle semble très préoccupée par le devoir familial. Tante Sylvie a fait un pas brusque en arrière, ses yeux s'écarquillant de panique. Attendez une minute, je n'ai pas la place. Voilà, ai-je dit en prenant mon sac à main. Tout le monde est de la famille jusqu'à ce que l'addition arrive. Au revoir. Je me suis retourné et je suis sorti. Derrière moi, les cris ont commencé. Ils ne m'étaient plus adressés. Camille criait sur Thierry. Martine sanglotait. Oncle Gérard hurlait à propos du générateur. Je suis sorti dans l'air humide du soir, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Les retombées ont été rapides et brutales. Sans mon bouclier financier, la réalité s'est abattue sur le 14 rue des Érables comme un raz-de-marée. Je n'ai eu besoin de rien faire d'autre. La gravité a fait le reste. En une semaine, le prêteur a été informé de l'expiration de l'assurance. La procédure de saisie a commencé plus vite que je ne l'avais prévu, probablement parce qu'il cherchait une raison de saisir le bien depuis des années. Thierry a essayé de se battre, mais il n'avait pas d'argent pour un avocat. Il m'a appelé 7 fois par jour la première semaine. Des messages vocaux allant de la rage hurlante, traîtresse ingrate, aux sanglots pathétiques, Chloé, ma chérie, s'il te plaît, je suis un vieil homme. Tu ne peux pas me laisser vivre dans la rue. Je n'ai pas bloqué les numéros. Je les ai archivés. J'en avais besoin pour l'ordonnance restrictive que j'ai finalement dû obtenir lorsque Thierry s'est présenté à mon immeuble de bureau, essayant de crier aux gardes de sécurité de le laisser entrer. Ce fut un tournant pour moi. Voir mon père, l'homme qui me terrifiait avec sa voix tonitruante, être escorté hors des lieux par un garde de sécurité de 20 ans nommé David, cela a brisé la dernière chaîne de peur que j'avais. Ce n'était pas un monstre, c'était juste un homme triste et en colère qui avait fait de mauvais choix. La maison a été saisie 2 mois plus tard. Le drame familial s'est répandu sur les réseaux sociaux, bien sûr. Camille a de nouveau tenté de manipuler le récit, mais cela s'est retourné contre elle. Lorsqu'elle a posté sur le fait d'être sans abri, les gens ont déterré ses anciennes publications, les voyages coûteux, les sacs de créateurs, le camion, et ont demandé pourquoi elle ne les vendait pas. Elle a été démasquée comme une fraudeuse. Elle a fini par emménager avec un petit ami qu'elle ne connaissait que depuis 3 semaines. Aux dernières nouvelles, cela n'a pas duré, et elle squattait les canapés d'amis du lycée qui perdaient rapidement patience avec elle. Thierry et Martine ont été contraints de s'installer dans un petit appartement subventionné d'une chambre de l'autre côté de la ville. C'était une chute brutale par rapport au pavillon de 4 chambres. Leur cercle social s'est évaporé. Tante Sylvie et oncle Gérard ont cessé de les inviter, prétendant qu'ils ne voulaient pas se mêler de ça. Mais en réalité, ils étaient terrifiés que Thierry demande de l'argent. Quant à moi, le silence dans ma vie n'était plus solitaire. Il était paisible. J'avais passé toute ma vie d'adulte à me préparer à l'impact, attendant la prochaine crise, la prochaine facture, la prochaine demande. Maintenant, mon argent était à moi. Mon temps était à moi. 2 semaines après la finalisation de la saisie, j'ai dîné avec mon amie Sophie. Sophie avait été ma colocataire à l'université, la seule personne qui me disait depuis des années que ma famille était toxique. Je l'avais toujours ignorée, les défendant. Nous nous sommes assises sur la terrasse d'un bon restaurant italien. J'ai commandé une bouteille de vin, un Bordeaux cher que je n'aurais jamais acheté avant parce que papa a besoin de l'argent pour le paiement du camion. À la liberté, a dit Sophie en levant son verre. À la réalité,
ai-je répondu, en trinquant avec elle. Comment te sens-tu, a-t-elle demandé, ses yeux cherchant dans mon visage des signes de regret. J'ai pris une gorgée de vin. Il était riche, complexe et parfait. J'ai l'impression de venir de poser un sac à dos rempli de pierres que je portais depuis l'âge de 22 ans, ai-je dit. Honnêtement, l'idée d'eux me manque, Sophie. L'idée d'avoir un père fier de moi et une sœur qui est mon ami me manque. Mais eux ne me manquent pas, c'est ça, le deuil, a dit Sophie doucement. Tu fais le deuil de la famille que tu méritais, pas de celle que tu as eue. Elle a tendu la main sur la table et a serré la mienne. C'était un petit geste, mais il signifiait plus pour moi qu'un millier de « je t'aime » creux de mon père. Ce fut ma réconciliation. Non pas avec les abuseurs qui me voyaient comme un distributeur automatique de billets, mais avec la partie de moi-même qui croyait devoir payer pour l'amour. J'avais enfin appris la leçon la plus importante de la logistique de la chaîne d'approvisionnement, on ne peut pas maintenir un système qui ne produit que du gaspillage. Il faut couper les ponts. Mon téléphone a vibré sur la table. C'était un texto d'un numéro inconnu. Claude, c'est maman. Nous sommes à l'appartement. La climatisation est cassée ici aussi. Papa a beaucoup de mal. S'il te plaît, juste 460 €. Nous avons appris notre leçon. Nous t'aimons. J'ai regardé le message. J'ai regardé le mot « amour » ajouté à la fin comme une étiquette de prix. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai juste senti que c'était terminé. J'ai appuyé sur « bloquer ». Puis j'ai versé un autre verre de vin et j'ai commandé les calamars. J'avais une vie à vivre, et pour la première fois depuis une éternité, je pouvais réellement me permettre d'en profiter.